Vice-président, succession, corruption, le plus jeune opposant brise le silence. Imaginez un pays où un président peut nommer son successeur. Pas par les urnes. Pas par la volonté du peuple. Mais par décret. En silence. Pendant que les regards sont tournés ailleurs. C'est exactement ce qui vient de se passer au Cameroun. Pendant que des millions de fidèles levaient les yeux vers le pape Léon XIV en visite officielle, pendant que les Camerounais vivaient un moment de foi et d'espoir, une loi était promulguée en catimini. Une loi qui change tout. Une loi qui pourrait décider de l'avenir de 30 millions de personnes sans leur demander leur avis. Mais ce n'est pas tout. Car un homme a vu le piège. Un homme a osé parler. Le plus jeune candidat à la présidentielle de 2025, 38 ans, inconnu il y a encore 2 ans, vient de briser le silence. Et ce qu'il a révélé donne froid dans le dos. Restez avec nous. Jusqu'à la dernière seconde. Partie 1. Contexte et fait, une loi, une trahison, un silence organisé. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment au Cameroun, il faut remonter quelques mois en arrière. Le 12 octobre 2025, le Cameroun a organisé son élection présidentielle. Un scrutin qui, sur le papier, semblait être le rendez-vous habituel avec la démocratie. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, vous avez bien entendu, depuis 1982, briguer une nouvelle fois la magistrature suprême. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis 30 ans, le score de Paul Biya a atteint son niveau historiquement le plus bas. Le message était clair. Le peuple camerounais n'en voulait plus. Ou du moins, une frange de plus en plus large de ce peuple avait décidé de le dire fort, dans les urnes. Et dans ce contexte d'usure, d'un système à bout de souffle, un nom a émergé. Hiram Samuel Yodi. Né en 1987. 38 ans. Le plus jeune candidat de ce scrutin historique. Un outsider dans un paysage politique où les mêmes visages se répètent depuis des décennies comme une mauvaise chanson en boucle. Mais attendez. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après l'élection, alors que le Cameroun tentait encore de digérer un résultat contesté, l'Assemblée nationale a adopté une loi. Une loi portant création d'un poste de vice-président de la République. En apparence, rien d'extraordinaire. Des dizaines de pays africains ont un vice-président. Mais au Cameroun, dans ce contexte précis, à ce moment précis, cette loi n'est pas une simple réforme institutionnelle. C'est une manœuvre. Une manœuvre de survie politique. Voici pourquoi. Selon cette loi, le vice-président est nommé par le président de la République. Pas élu. Nommé. Et en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président décède, démissionne ou se retrouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, c'est ce vice-président nommé qui termine le mandat. Pas d'élection. Pas de consultation populaire. Juste une transmission de pouvoir décidée à l'avance, dans les coulisses du palais d'Etoudi. Ce qu'Hiram Samuel Yodi appelle, et ces mots sont précis, une violation de la légitimité populaire. Mais ce n'est pas tout. Cette loi a été adoptée par un parlement en fin de mandat. Les députés camerounais avaient été élus pour 5 ans. Ce mandat aurait dû expirer en 2025. Il a été prorogé en 2026. Les élections locales sont désormais repoussées à 2027. Ce parlement, dont la légitimité démocratique est déjà discutable selon plusieurs analystes, a donc décidé de l'avenir constitutionnel du pays sans que les Camerounais aient eu leur mot à dire. Un contrat de confiance brisé. Une démocratie bafouée. Et un peuple pris de court. Partie 2. Le conflit, succession, clan et tumulte au sommet. Maintenant que le décor est posé, entrons dans le vif du sujet. Parce que derrière cette loi, il y a une guerre. Une guerre feutrée, silencieuse, mais bien réelle. La guerre de la succession au sommet du pouvoir camerounais. Qui sera le prochain vice-président du Cameroun? Qui sera, de facto, le dauphin désigné de Paul Biya? 2 noms circulent avec insistance dans les couloirs du pouvoir et sur les réseaux sociaux. Premier nom, Franck Biya. Le fils du président. Homme d'affaires, figure internationale, il se positionne depuis des années comme un héritier naturel. Deuxième nom, Ferdinand Ngo Ngo. Le secrétaire général de la présidence de la République. L'homme de l'ombre. Celui qui, selon de nombreux observateurs, détient les vraies rênes du pouvoir depuis plusieurs années déjà. Et puis, surgissant de nulle part, un troisième personnage. Un homme qui se présente comme le fils illégitime du président,
George Hilaire Baonga. Il réclame publiquement d'être reconnu. Il demande même un test ADN pour prouver sa filiation. Comme si la République camerounaise était devenue une affaire dynastique à régler devant notaire. Hiram Samuel Yodi, quand il entend cela, ne mâche pas ses mots. Pour lui, ce débat est ridicule, malsain et déplorable pour la démocratie camerounaise. Et il a raison de le dire. Parce que pendant que certains se battent pour des gènes, des millions de Camerounais se battent pour leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas tout. Au sein même du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis des décennies, des fissures apparaissent. On a vu sortir du rang un baron du régime, Augustin Kontchoukou-Omeni, qui a exprimé publiquement ses réserves sur cette loi. Dans un parti où l'unanimisme est la règle d'or, où critiquer le chef est un sacrilège, cette prise de position a provoqué un véritable tremblement de terre symbolique. Ajoutez à cela que l'opposition elle-même est divisée. Au lieu de faire bloc face à cette manœuvre institutionnelle, les partisans du MRC de Maurice Kamto et ceux d'Isatiro Mabakari se livrent une guerre fratricide sur les réseaux sociaux. Des batailles de camps, des invectives, des postures égotiques, pendant que le RDPC, lui, avance ses pions méthodiquement. Hiram Yodi observe tout cela avec lucidité. Et avec une certaine tristesse. Pour lui, cette division de l'opposition est une catastrophe stratégique. Notre seul adversaire, dit-il, c'est le RDPC. Mais comment combattre un ennemi commun quand on passe son temps à se battre entre alliés? La réponse est simple. On ne peut pas. Et c'est exactement ce que le régime espère. Partie 3, révélation et décryptage, l'argent, les mensonges et la pape. Maintenant, parlons de ce que les médias mainstream n'ont pas suffisamment souligné. Parlons de ce qui se cache derrière la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Officiellement, c'était une visite pastorale. Un moment de recueillement, de foi, de rencontre entre le chef de l'Église catholique et le peuple camerounais. Un budget officiel annoncé, 1,5 milliard de francs CFA. Soit environ 1,5 million d'euros. Raisonnable. Peut-être même modeste pour une visite papale. Mais voilà ce que le magazine Jeune Afrique a révélé. Le coût réel de cette visite s'élèverait à près de 50 milliards de francs CFA. 50 milliards. Vous avez bien lu. C'est 30 fois plus que le budget officiel. 30 fois. Pour mettre les choses en perspective, le gouvernement camerounais a officiellement justifié le report des élections locales par un manque de budget. Un manque de fonds pour organiser un scrutin. Mais il a trouvé 50 milliards pour accueillir le pape. C'est là que le tableau devient sombre. Selon plusieurs sources concordantes, des marchés publics ont été attribués dans une totale opacité, sans appel d'offres, dans le cadre de procédures d'urgence qui suspendent les contrôles habituels. Et pour couronner le tout, une correspondance aurait circulé, et elle a été vue sur les réseaux sociaux, dans laquelle le ministre des Finances demanderait la mise à disposition d'1,5 kg d'or. Pour qui? Pour quoi faire? La transparence n'est pas au rendez-vous. Hiram Yodi analyse cela avec une froideur analytique qui fait frémir. Pour lui, ce n'est pas de la simple corruption. C'est une stratégie. Une stratégie d'accumulation massive de ressources, en prévision d'une période de transition incertaine, potentiellement conflictuelle. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui savent que leurs jours sont peut-être comptés. Et ils font le plein. Ils stockent. Ils accumulent. Parce qu'en cas de conflit interne au RDPC, l'argent sera l'arme décisive. Mais ce n'est pas tout. La visite papale avait aussi une dimension politique sous-jacente. Selon plusieurs observateurs, le régime espérait une forme de légitimation de la part du Saint-Siège. Une image, un sourire partagé, une poignée de main qui aurait pu être interprétée comme une bénédiction du pouvoir en place. Cela n'a pas eu lieu. Au contraire, le pape Léon XIV a tenu des propos relativement tranchants sur les droits de l'homme, la gouvernance et la justice sociale. Des mots qui, selon Hiram Yodi, n'allaient certainement pas dans la direction attendue par le régime RDPC. Et la promulgation de la loi sur le vice-président? Elle a eu lieu précisément pendant les jours de la visite papale. Pendant que les Camerounais levaient les yeux vers le ciel, vers la foi, vers l'espoir, le régime agissait dans l'ombre. Coïncidence? Calcul? Vous jugerez. Partie 4. Analyse satirique, un pays qui se modernise. En arrière. Il faut avoir le sens de l'humour pour vivre au Cameroun. Ou alors une dose exceptionnelle de résilience.
Parce que voilà ce qui vient de se passer, résumé sans fioriture, un parlement en fin de mandat, dont la légitimité est contestée, a voté une loi pour permettre à un président de nommer son successeur. Cette loi a été promulguée en catimini pendant une visite papale. Et les débats publics qui s'ensuivent tournent autour de la question de savoir si un homme politique est vraiment le fils biologique du chef de l'État. Si vous présentez ce scénario à quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun, il vous dira que c'est le script d'une satire politique. Un film de fiction. Une mauvaise série Netflix. Non. C'est la réalité. Et le plus triste, c'est que ça n'est pas une surprise. Depuis des décennies, le Cameroun fonctionne avec une constitution que certains juristes appellent affectueusement « sur mesure ». Taillée pour un homme. Ajustée chaque fois que cet homme en a besoin. Le président nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le président nomme le secrétaire général du Sénat. Le président préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le président nomme désormais le vice-président. En mathématiques, on appelle ça un monopole. En politique, on appelle ça une autocratie déguisée en démocratie. Hiram Yodi a une formule cinglante pour décrire cela: une seule personne ne devrait pas pouvoir décider seule de l'avenir de 30 millions d'êtres humains. 30 millions. C'est le nombre de Camerounais. C'est aussi, symboliquement, le nombre de personnes dont la voix ne compte pas dans les grandes décisions qui les concernent directement. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, on se bat. On se bat pour savoir si Kanto est meilleur qu'Isatiro. Si le MRC est supérieur au FSNC. Si la diaspora a le droit de parler. Pendant ce temps, des postes de ministres restent vacants des années après le décès de leur titulaire. Des fauteuils restent vides à l'Assemblée nationale. Des jeunes, près de 2000 jeunes âgés de 16 à 22 ans, restent en détention depuis les lendemains de la présidentielle. 2000 jeunes. En prison. Depuis des mois. C'est peut-être là le chiffre le plus dévastateur de tout ce récit. Mais revenons à Hiram Yodi. Parce qu'au-delà des faits, ce qui est intéressant dans son discours, c'est la méthode. La lucidité. La froideur stratégique d'un homme qui a compris que la politique africaine ne se gagne pas en un jour. Il ne fait pas de promesses creuses. Il ne crie pas à la révolution. Il dit, nous allons implanter le parti dans les 58 départements du Cameroun. Nous allons aller chercher les élections locales. Nous allons démontrer sur le terrain que notre offre politique peut transformer le quotidien des gens. C'est une vision de long terme. Méthodique. Presque ennuyeuse dans son sérieux. Et c'est peut-être exactement ce dont le Cameroun a besoin. Parce que le système Biya ne s'est pas construit en une nuit. Il s'est construit brique par brique, loi par loi, décennie après décennie. Le défaire demandera la même patience. La même rigueur. La même obstination. Hiram Yodi reconnaît ses erreurs. L'alliance tumultueuse avec le FDC, qu'il a lâchée dès le soir du 12 octobre, avant même que les procès-verbaux soient compilés. Il dit, la politique, c'est le seul métier qui s'apprend sur le terrain. Il n'y a pas de mauvaise humeur dans cette phrase. Juste une forme de sagesse acquise à la dure. Et puis il y a cette vision du Cameroun qu'il défend. Un Cameroun qui reprend sa place de leader panafricain. Un Cameroun qui se réconcilie avec son histoire de résistance, celle des combattants pour l'indépendance, celle de ceux qui ont payé de leur sang pour que ce pays existe. Un Cameroun qui cesse de se regarder avec honte et qui ose regarder l'avenir avec fierté. Ce n'est pas de l'utopie. C'est un programme. Mais le dossier Anissé Ekan mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'il dit quelque chose d'essentiel sur ce régime. Anissé Ekan. 30 ans de combat pour la démocratie camerounaise. 30 ans à se battre pour les droits de l'homme, la liberté d'expression, la justice. Arrêté. Incarcéré dans des conditions qui, selon toutes les sources disponibles, ont accéléré sa mort. Et maintenant ? Maintenant, l'État camerounais, selon le Manidem, son parti, essaie de contrôler jusqu'à ses funérailles. De l'enterrer dans l'anonymat. De faire en sorte qu'il ne devienne pas le martyr qu'il était en train de devenir. Hiram Yodi est direct sur ce point. Il rappelle que nous sommes des Bantous. Que nous respectons les volontés des anciens. Que la décence la plus élémentaire impose de laisser une famille enterrer son mort selon ses propres traditions et ses propres désirs. Mais la décence, manifestement, n'est pas une priorité de l'agenda politique actuel. Conclusion, la question qui reste posée. Alors où en est le Cameroun aujourd'hui ? Un vice-président va être nommé.
Son identité reste inconnue à ce jour. Son rôle sera de garantir une continuité du pouvoir que le peuple n'aura pas choisi. Pendant ce temps, des jeunes croupissent en prison. Un héros national est enterré dans la discrétion forcée. Et l'opposition se déchire sur les réseaux sociaux au lieu de construire une coalition capable de peser dans les urnes. Et pourtant, un homme de 38 ans se lève. Il sillonne le territoire. Il parle aux jeunes de la diaspora à Paris. Il implante son parti dans les 58 départements. Il prépare les élections locales avec une rigueur que ses adversaires, au sein de l'opposition comme au RDPC, n'ont peut-être pas anticipée. Il dit une chose qui restera. Une chose simple et bouleversante. Il dit, la politique est le seul champ qui protège vraiment vos enfants. Et quand on pense aux 2000 jeunes en prison. Quand on pense à la petite fille de 4 ans qui disparaît en allant à la boutique. Quand on pense au délestage qui paralyse les petites entreprises. Quand on pense aux routes défoncées, aux hôpitaux sans médicaments, aux universités sans moyens. On comprend que ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité. Brute. Concrète. Quotidienne. Alors voici la question que nous vous posons, à vous qui regardez cette vidéo. À vous, Camerounaises, Camerounais, Africains, citoyens du monde qui observent ce spectacle avec inquiétude ou avec intérêt. Est-il encore possible de faire bouger les lignes dans un système aussi verrouillé? Ou le verrou est-il devenu si solide que même la volonté d'un peuple ne peut plus le briser? Dites-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo. Et surtout, ne regardez pas ailleurs. Parce que c'est exactement ce qu'ils espèrent.